Ça fait plusieurs semaines que j'ai et que je teste le Canon PowerShot V10, la mini caméra spéciale vlog de chez Canon. Je l'ai emmené vraiment partout, donc je vais pouvoir te faire un retour complet dans cette vidéo. C'est parti. Allez, le Canon PowerShot V10 vient se positionner comme étant un appareil entrée de gamme, donc c'est plutôt conçu pour le vlog. C'est d'ailleurs marqué en gros partout sur la boîte. Donc ça montre déjà clairement le positionnement de Canon pour ce produit. Donc c'est le successeur 8 ans plus tard, je sais, de la très célèbre Legria Mini X que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie. Je dois dire qu'au départ j'étais assez curieux, mais avec quand même pas mal de réserves concernant ce produit, le PowerShot V10, parce que clairement je suis pas la cible, mais au fil des semaines, car ça fait environ un peu plus d'un mois maintenant que je l'ai, eh bien mon avis a pas mal évolué et ça on le verra tout au long de cette vidéo. Donc je remarque que le Canon PowerShot V10 peut s'utiliser dans beaucoup de configurations différentes, notamment lorsqu'on est créateur de contenu et qu'on souhaite capturer des moments assez rapidement, tout en ayant une qualité supérieure à celle d'un smartphone. Donc clairement l'argument de vente il est là, c'est la rapidité d'utilisation et la qualité qui est aussi supérieure à celle d'un smartphone, on le verra tout à l'heure. Donc là on est sur un objet qui est vraiment petit, très compact puisqu'il mesure seulement 9,1 cm sur 6,3 cm. Donc comme tu peux le voir à l'écran, je me suis amusé à le comparer avec plein d'autres objets comme par exemple des AirPods, une batterie Canon, un iPhone, un objectif et même un boîtier, tout ça pour que tu te rendes compte vraiment de la taille de cette caméra. Et comme tu peux le voir sur ces images, ça se met largement dans une poche de pantalon en l'occurrence. Moi j'avais un short, alors par contre c'est beaucoup plus épais qu'un smartphone, donc si jamais tu as des petites poches ou un slim, ce sera pas très agréable dans tes poches, mais c'est quand même petit, donc ça c'est cool, on peut le mettre absolument partout. Pour ce qui est de l'utilisation, alors déjà on a un écran qui est retournable sur le dessus, ce qui permet de vlogger facilement et de se voir sans problème, et également il possède un pied dépliable qu'on peut venir poser sur toutes les surfaces plates et on peut venir incliner la caméra un peu comme on veut. Alors franchement ça c'est hyper bien pensé, ça évite de devoir se promener avec un GorillaPod ou un autre trépied ou quelque chose qu'on oublie la moitié du temps. Là on a vraiment un tout en un, c'est vraiment pratique. Alors je vais pas t'énumérer le nombre d'endroits où j'ai pu poser cette caméra grâce à ce pied, mais je t'assure c'est vraiment très pratique et très bien pensé également. Alors au-delà de tout ça, je vais quand même te présenter rapidement le PowerShot V10. Donc on a tout d'abord la lentille sur la face avant, donc là on est sur un objectif fixe bien évidemment. C'est un 6,6 mm à ouverture f2.8, mais vu qu'on est sur un capteur de 1 pouce, on a en réalité un 19 mm en grand angle et ça c'est largement suffisant pour vlogger. Juste en dessous on a le bouton d'enregistrement et c'est tout pour la partie avant. Tout le reste se passe derrière, donc on a le bouton d'allumage qui se trouve juste ici, on a le bouton de lecture, ensuite au milieu on a le bouton Q, donc le bouton de sélection des modes, autour on a les boutons haut, bas, gauche, droite avec le minuteur et le bouton suppression en haut, et là on a la touche info en bas. Enfin, sur la droite, on a le bouton de connexion pour si jamais tu veux le connecter en Bluetooth ou en Wi-Fi, ainsi que l'accès au menu. Allez, pendant qu'on y est, on poursuit la présentation. On a sur la partie inférieure le slot pour carte SD. On a également l'emplacement pour installer une Dragon ainsi qu'un pas de vis 1/4 de pouce, ce qui permet de pouvoir le positionner sur un trépied si on en a besoin. Sur la partie de droite, on retrouve une prise micro ainsi qu'une prise micro HDMI. Et sur la partie de gauche, on a une prise USB-C. C'est ici qu'on va pouvoir brancher le PowerShot V10 pour pouvoir le charger. Et enfin, sur la partie supérieure, on retrouve les micros intégrés. On en parlera un petit peu plus tard, mais petit disclaimer, j'ai été bluffé par la qualité. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça vaut concrètement? Quelle qualité vidéo on obtient sur le PowerShot V10? Quelle qualité audio également? Est-ce que finalement, pour le prix, ça vaut pas mieux de filmer avec son smartphone après tout? Toutes ces questions-là, je me les suis posées, bien évidemment. Alors au niveau de la qualité, comme je te l'ai dit, on est sur un capteur de 1 pouce, donc plus gros qu'un capteur de smartphone ou de GoPro, et plus petit qu'un capteur d'appareil photo professionnel forcément. En termes de résolution, on peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde. On n'a pas de 4K 60, mais pour le vlog, c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, on peut filmer en Full HD jusqu'à 60 images par seconde si jamais tu as envie de faire des ralentis en x2. Donc là, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un test poussé sur la qualité d'image. C'est pas vraiment une caméra destinée à faire des productions vidéo. D'ailleurs, on n'a aucune option qui nous permet de modifier les réglages de l'image, comme la saturation, la clarté et tout ça, comme c'est souvent le cas chez Canon. Ici, ils ont voulu simplifier au maximum l'utilisation
d'utilisation. Il y a quelques filtres de couleurs, mais personnellement, moi je vois pas l'utilité. Autant faire ça en post-prod plutôt que sur le boîtier. Après, ça c'est un avis perso. Par contre, on a pas mal de fonctionnalités intéressantes de présentes sur cet appareil. Et pour ça, rien de mieux que de faire un petit tour dans les menus, à commencer par le mode vidéo. Donc on a par défaut le mode vidéo intelligent. Donc ça veut dire qu'il va adapter les réglages automatiquement en fonction de la luminosité de ta scène. Par exemple, si jamais tu te trouves en intérieur, il va augmenter la sensibilité ISO et ouvrir le diaphragme à fond, donc à f2.8, pour que ton plan soit exposé correctement. Et à l'inverse, si jamais tu passes en extérieur jour, il va automatiquement adapter les réglages. Toi, tu n'auras rien à faire pour que ta scène soit correctement exposée. En plus, il y a un filtre ND d'intégrer dans le boîtier. Donc un filtre ND, si jamais tu connais pas, c'est un filtre à densité neutre, Neutral Density en anglais. En gros, c'est un filtre qui va te permettre de limiter la quantité de lumière qui va pénétrer sur ton capteur. Donc plus la densité du filtre est élevée, plus la lumière sera bloquée. En général, ça se présente comme ceci. Donc c'est un filtre qu'on vient placer devant l'objectif, mais là il est directement présent dans le boîtier, on ne le voit pas, mais on peut quand même l'activer si jamais l'intensité lumineuse est trop importante. Donc on a le choix, on peut le mettre sur on dans les menus en automatique ou bien le désactiver. Donc moi je choisis de le mettre en automatique, comme ça j'ai vraiment pas à me soucier des réglages. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de capturer la vidéo que j'ai envie de capturer. Donc en parlant de ça, on a un mode de vidéo automatique que personnellement j'utilise tout le temps, et on a également la possibilité de faire nos réglages manuellement. Pour ça, il suffit d'aller sur cette petite icône juste ici ou bien dans les menus et de sélectionner exposition manuelle. Donc de cette manière, tu pourras jouer avec le triangle d'exposition, donc la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. Donc normalement, lorsqu'on fait de la vidéo, on a cette règle qui est de régler sa vitesse d'obturation au double de la cadence d'image afin d'obtenir un flou de mouvement naturel proche de la réalité. Donc si jamais je filme à 25 images par seconde, mon obturateur doit être réglé à 1/50 de seconde. Donc là, pour ce genre de caméra, j'ai envie de te dire que cette règle n'est pas vraiment importante. Ce qui va être important pour moi grâce à cette caméra, ça va être de vraiment capturer un moment comme je pourrais le faire avec un smartphone. Donc en tant que vidéaste, moi la règle des 180 degrés, c'est quelque chose que je vais appliquer pour mes vidéos avec des clients, des vidéos YouTube, des grosses prods, mais j'ai jamais appliqué cette règle en filmant avec mon téléphone ou bien avec cette caméra. Au niveau des autres fonctionnalités présentes sur le PowerShot V10, on a la possibilité de stabiliser des plans grâce au mode de stabilisation qui est présent dans le boîtier. Alors ça va avoir pour effet de cropper un petit peu dans l'image. Donc je t'ai fait plusieurs tests que je te mets à l'écran en ce moment. Je t'indique à chaque fois le mode utilisé. Il existe également un mode de niveau automatique. Alors si tu l'actives, ça va avoir pour effet de désactiver le mode de stabilisation, mais ça va te permettre de pouvoir faire des plans toujours droits dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc tu vois sur ces quelques exemples, lorsque j'incline un peu le niveau de ma caméra, le plan se remet automatiquement à niveau, ce qui me permet de garder un plan parfaitement droit jusqu'à une certaine limite. On a environ un delta de 5 degrés. Donc ça, c'est une fonction qui est présente sur des boîtiers haut de gamme chez Canon, par exemple le R7, le R6 Mark II. Donc c'est quelque chose qui est vraiment cool. Au niveau des fonctionnalités, on a la possibilité d'afficher des quadrillages de lignes des tiers, donc ça c'est vraiment cool. Personnellement, moi je m'en sers très souvent, même sur smartphone, aussi bien en photo qu'en vidéo. On peut aussi afficher des marqueurs d'aspect, donc ça c'est des petites barres qui vont nous indiquer ce que peut donner notre cadrage avec d'autres ratios. Donc je pense notamment à du format carré avec le 1:1, le 4/5 pour Insta, le 9/16 pour les Reels ou des TikTok. Donc ça c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité. Allez, on va maintenant passer à quelques tests au niveau de la qualité d'image en 4K notamment, et le comparer avec des plans pris avec
un smartphone, donc en l'occurrence le smartphone que j'utilise c'est l'iPhone 12, donc je vais te faire un petit montage, il va falloir que tu devines quel plan a été tourné avec quelle caméra. C'est parti. Allez, dis-moi dans les commentaires ta note sur 10, combien de plans tu as réussi à trouver. Moi personnellement j'ai remarqué une légère différence quand même entre l'iPhone et le PowerShot V10, notamment au niveau de la teinte. Après honnêtement en termes de qualité en plein jour j'ai pas vraiment ressenti de grosses différences. Les deux ont quasiment la même qualité de 4K. Là où on va avoir un léger avantage au niveau du PowerShot V10, c'est dans les basses lumières. Vu qu'on a un plus gros capteur, mais il saura mieux gérer les montées en ISO. Mais là encore, j'ai pas ressenti une grosse différence entre les deux appareils et les quelques tests que j'ai pu faire. Après, là quand même, on est sur un appareil qui est dans les environs de 400 €, donc il faut pas s'attendre à une qualité de dingue, digne des plus grands films hollywoodiens. Ça reste avant tout pour une utilisation quotidienne, pour documenter des moments de vie. Et je pense très sincèrement que la qualité que nous offre cette caméra est loin d'être dégueulasse. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a vraiment bluffé avec cette caméra, c'est le micro. Alors c'est vrai que concevoir du matos destiné au vlog c'est bien, mais si la qualité audio n'est pas présente, ça rend l'expérience de vlogging vraiment pas très agréable. Je le dis souvent, mais dans audiovisuel il y a audio et l'audio est très important. Là je sais pas du tout ce qu'a fait Canon sur les micros ou les préamplis etc, mais c'est vraiment très bon. Pourtant il est allé dans des endroits vraiment bruyants en concert, là où la limite de décibels a été largement dépassée sur mes autres caméras. Le PowerShot V10 n'a même pas saturé, donc je pense qu'il doit exister un système de réduction de bruit. Je sais pas trop comment c'est fait, mais c'est assez impressionnant. Donc dans des situations de bruit extrême, ça ne sature pas du tout et ça pour moi c'est vraiment important parce que l'audio qui sature c'est quelque chose qui fait que je peux carrément quitter une vidéo sans exagérer. Donc là par exemple je me trouvais en concert avec mon groupe, j'ai placé la PowerShot V10 et quelques temps avant le concert on faisait nos balances et l'autre guitariste de mon groupe a testé un décibelmètre, on était à 113 décibels, donc vraiment très bruyant et le PowerShot V10 n'a même pas saturé. Et j'ai testé le scénario inverse dans un endroit très calme, très contrôlé au niveau du son comme un cinéma. Quand on chuchote, le son est vraiment très bon, on distingue clairement ce que je dis. Je voulais tester le son, parce qu'apparemment il y a des micros de ouf sur la caméra. En tout cas je me trouve dans un cinéma, comme vous pouvez le voir. Ça fait un peu reportage en immersion, c'est rigolo. Bon, je te l'accorde, ce que je dis c'est pas très intéressant, mais c'est vraiment pour le test. En plus de ça, il existe des petites bonnettes anti-vent, donc on peut venir les fixer à l'aide de ces anneaux aimantés. Donc ça va atténuer un petit peu le bruit du vent sur le micro. Je te laisse avec quelques tests. Allez, c'est parti pour le test du Canon PowerShot V10 au niveau du son avec les bonnettes anti-vent. À savoir que là je me trouve dans un environnement où j'ai de la chance, il y a du vent, donc je vais pouvoir le tester un petit peu dans des conditions réelles. Là je suis à l'endroit où j'ai tourné la vidéo de la semaine dernière, donc si jamais tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la regarder, elle s'affiche juste ici. Donc voilà pour ce qui est du son du Canon PowerShot V10 avec les bonnettes anti-vent placées directement sur le préampli audio. Et voici un test du son du Canon PowerShot V10, cette fois-ci sans les bonnettes anti-vent, à savoir que je me trouve dans un environnement où il y a quand même pas mal de vent. Là je suis en hauteur et tu peux voir derrière moi les arbres qui bougent un petit peu. Donc je voulais voir au niveau de l'audio ce que ça peut donner, à savoir que là je me trouve au même emplacement où j'ai tourné la vidéo de la semaine dernière, donc si jamais ça t'intéresse d'aller la voir, elle s'affiche juste ici. Avec les bonnettes anti-vent, sans les bonnettes anti-vent, avec les bonnettes anti-vent, sans les bonnettes anti-vent, sans les bonnettes anti-vent, avec les bonnettes anti-vent,
sans les bonnettes anti-vent, avec les bonnettes anti-vent. Bon, j'ai remarqué que l'utilisation des bonnettes atténue vraiment bien le vent, alors comme je t'ai dit, je me trouvais dans un endroit en hauteur avec pas mal de vent et du coup les bonnettes ont vraiment bien fait le job. Alors je trouve que ça modifie légèrement le timbre de ma voix par endroit, comme s'il y avait un filtre de présence sur la piste audio. Ça a modifié certaines fréquences, ce qui fait que ma voix ressortait pas comme elle ressort d'habitude, mais au moins le bruit du vent est limité et ça c'est vraiment le plus important et le gros avantage de ce genre d'objet. Alors je recommande pas de l'utiliser à chaque sortie en extérieur, uniquement lorsqu'il y a du vent. J'ai également fait quelques tests dans un environnement calme avec et sans bonnette, et là j'ai remarqué que la bonnette enlève un petit peu de clarté au niveau de la voix, ça étouffe un peu le son je trouve, donc je recommande vraiment de l'utiliser lorsqu'il y a du vent. Alors me voici dans un environnement calme avec et sans bonnette, le but ici c'est de tester le micro, donc je vais dire n'importe quoi. Là je suis avec le Canon PowerShot V10 avec les bonnettes, et me voici toujours dans le même environnement calme, cette fois-ci sans bonnette, je dis toujours n'importe quoi, à savoir que je filme avec le Canon PowerShot V10, tout en automatique, je ne me soucie d'aucun réglage, ni même pour le son du micro. Cette fois-ci je me rapproche un tout petit peu du micro, j'ai les bonnettes anti-vent, ma tête est à seulement une main de la caméra, je parle vraiment très près de la caméra, c'est juste pour avoir une idée du son, à savoir que là je suis en intérieur dans un environnement qui n'est pas vraiment contrôlé, ça résonne un petit peu dans cette pièce, c'est une grande pièce, donc voilà, c'était pour avoir un petit aperçu au niveau du son. Je viens d'enlever les bonnettes anti-vent, je suis toujours dans le même environnement, ma tête est environ à une main de l'objectif de la caméra, cette fois-ci c'est pour tester le son du micro du Canon PowerShot V10, à savoir que je suis toujours dans la même pièce, c'est une pièce qui résonne un petit peu, donc c'était pour avoir un aperçu au niveau du son. Alors le truc que j'apprécie particulièrement avec ce micro, c'est son emplacement. Il est situé sur le dessus de l'appareil, donc peu importe où on se trouve, notre voix sera toujours capturée de la même manière. Qu'on soit derrière la caméra en filmant quelque chose qui se trouve devant nous ou bien en mode vlog, le son sera capturé de la même manière et ça c'est vraiment très cool. Ça permet d'avoir une homogénéité dans nos prises de son et ça c'est vraiment très cool, notamment lors du post-traitement. Alors il est également possible de faire des photos avec le PowerShot V10. Alors je te recommande pas forcément de t'en servir comme appareil photo, mais tu peux quand même shooter des images de 20 mégapixels en JPEG, par contre on n'a pas de RAW, donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire, hein. Je sais pas si c'est réellement utile, mais en tout cas voilà, c'est une fonction qui est là et qui peut dépanner en cas de besoin. Alors par contre c'est très limité, hein. Tu peux pas vraiment paramétrer les réglages, et comme je l'ai dit, c'est uniquement du JPEG, pas de RAW, donc au niveau des retouches on sera très limité également. Alors concernant l'utilisation en elle-même, globalement je trouve que c'est quand même assez agréable à prendre en main, pour du vlog rapide sans se prendre la tête, c'est très rapide à configurer, l'appareil est très léger également, hein, je l'ai pas dit, mais il pèse seulement 211 grammes, on peut rajouter 3-4 grammes en plus avec la micro SD et les bonnettes anti-vent, enfin non je plaisante, mais on est quand même sur quelque chose de très léger et c'est environ le même poids qu'un iPhone 14 Pro. Et en plus de ça, quand on vlog, on n'a pas vraiment besoin de le porter à bout de bras, juste le coude plié et ça passe largement. Par contre si on vient activer la stabilisation, là ça crampe un petit peu sur le capteur, donc il va falloir tendre un peu plus son bras pour pouvoir avoir un plan large. En termes de mise au point, on est sur une détection des contrastes, donc la marque nous annonce une distance minimum de mise au point de 5 cm et on vient sélectionner notre sujet à l'aide de l'écran tactile, tout simplement. Alors il peut arriver des moments où le focus ne se fait pas là où on l'a décidé, hein. Alors on n'est pas sur une technologie Dual Pixel Live comme on a sur les Canon R6 ou R6 Mark II, il peut arriver des moments où le focus ne se fait pas là où on l'a décidé, notamment dans des situations à faible contraste. Moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. L'appareil avait un peu de mal à trouver où faire le point, mais quand j'ai sélectionné le sujet, il n'y avait plus de problème. Après, c'est vrai que le support est très pratique, hein, on peut le mettre absolument partout sans se prendre la tête. En plus de ça, si jamais l'endroit où tu l'as posé est incliné, tu peux activer le niveau automatique pour remettre le plan droit. Toujours concernant l'utilisation, j'ai voulu tester cette fois la batterie, car le petit souci de cet appareil, c'est que la batterie se trouve à l'intérieur et elle ne s'enlève pas, donc on peut pas avoir plusieurs batteries et les changer une fois qu'il y en a une qui est vide. Si on se trouve à court de batterie, on peut tout simplement plus utiliser l'appareil, ce qui est assez contraignant, car si jamais tu as l'intention de vlogger je sais pas, toute une journée, il va forcément arriver un moment où la batterie sera complètement vide, et ça j'ai remarqué que c'était assez dommage. Donc j'ai fait quelques tests, rien qu'en filmant en 4K, la batterie tient environ 1h à 1h30 en l'utilisant de manière assez intensive, pas à la suite, hein, et de 1h30 à 2h en Full HD. Donc c'est quand même pas mal, on est sur une bonne durée, mais il faudra quand même prévoir un moment pour recharger l'appareil, brancher une batterie externe à la limite pendant que tu t'en sers pour pas te retrouver à court de batterie. Ensuite, j'ai remarqué également qu'en 4K, il avait tendance à vite chauffer, voire même surchauffer. Là, on est en été, donc ça m'est déjà arrivé de le faire chauffer 2 ou 3 fois en un mois. Donc ça arrive pas tous les jours forcément, il faut dire aussi que je m'en sers pas tous les jours, mais c'est quelque chose dont il faut être conscient, ça peut arriver. D'ailleurs, on a un petit message qui apparaît sur l'écran lorsqu'on sélectionne le mode 4K qui nous dit que l'appareil
l'appareil risque de surchauffer si jamais on utilise ce mode. Donc j'ai fait quelques tests en 4K, j'ai réussi à filmer pendant environ 20 minutes avant que le témoin de surchauffe apparaisse. Suite à ça, la batterie commençait sérieusement à se décharger et au bout de 29 minutes et 18 secondes, le boîtier s'est éteint car il n'y avait plus de batterie du tout. Donc ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai rallumé le boîtier pour voir s'il y avait encore un petit peu de batterie et le témoin de surchauffe est apparu immédiatement. J'ai voulu lancer un deuxième enregistrement et le boîtier s'est de nouveau éteint à cause de la batterie. Donc petite conclusion au niveau de la surchauffe et de la batterie, cet appareil n'est pas fait pour filmer en continu. Après, il est vraiment pas dédié à ça, c'est vraiment pour des petits moments, des petits clips, je dirais de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Si jamais tu l'utilises de cette manière, il va pouvoir tenir la demi-journée ou la journée. Mais si jamais tu souhaites l'utiliser de manière intensive, là il va falloir penser à une solution de recharge portable car ça tiendra clairement pas la journée. Pour ce qui est de la surchauffe, moi j'ai jamais vu s'éteindre à cause de la chaleur. À chaque fois, c'est la batterie qui lâche en premier, mais j'imagine que si on l'utilise tout en étant alimenté, la surchauffe sera arrivée pas longtemps après les 30 minutes de vidéo car la barre rouge devenait de plus en plus importante. Alors il est également possible de connecter le PowerShot V10 à un smartphone et de le contrôler à distance ou bien de récupérer carrément les fichiers présents sur le boîtier. Pour ça, il suffit de télécharger l'appli Canon Camera Connect. La connexion se fera très facilement en Bluetooth et en Wi-Fi et tu peux ensuite contrôler ton appareil via ton smartphone. Donc voilà, concernant les principales caractéristiques de ce Canon PowerShot V10, comme dans chaque vidéo, je vais faire un petit récap des choses qui me plaisent et des choses qui me dérangent un petit peu sur ce boîtier, à commencer par des points négatifs ou des axes d'amélioration également. Alors on va commencer par la batterie qui se sépare pas du boîtier, moi je trouve ça clairement dommage. Donc je pense que le fait d'avoir opté pour ce choix, c'est parce qu'il n'existe aucune solution amovible de batterie capable de loger à l'intérieur et à mon avis ça coûterait trop cher en recherche et développement pour un appareil de ce prix. Je pense que l'investissement de Canon ne serait pas forcément amorti. Mais bon, c'est quand même assez dérangeant de devoir calculer le temps d'utilisation et d'anticiper les sessions de chargement juste pour pouvoir capturer des images. Ensuite, un léger point négatif qui me dérange un petit peu, c'est au niveau de l'écran. Alors il est bien, il est pivotable et tout, mais il est jamais protégé en fait. Qu'il soit déplié ou replié, il est toujours orienté vers l'extérieur. Donc ça augmente les risques d'endommagement ou de détérioration. Il y a aussi l'ordre entre l'écran et le support, donc on replie d'abord le support, ensuite l'écran. Pareil pour déplier, si jamais tu veux poser l'appareil quelque part, il faudra d'abord déplier l'écran et ensuite le support. Donc ça se fait rapidement, c'est un coup à prendre, mais c'est important de le mentionner quand même parce que ça m'est souvent arrivé de replier l'écran et ensuite le support pour me rendre compte qu'il fallait d'abord replier le support, ensuite l'écran, enfin bref, c'est une petite perte de temps et c'est quand même assez dommage. Ensuite, ça on n'y peut rien forcément, mais c'est les bonnettes anti-vent qui cachent la moitié de l'écran. Lorsqu'on l'utilise en mode vlog, il reste plus beaucoup d'espace visible sur l'écran pour avoir un retour, pour voir si on enregistre proprement, si nos réglages sont bons. Enfin bref, les réglages c'est automatique, mais tu vois ce que je veux dire par là. Et pareil, si on veut modifier les paramètres avec le tactile, il faudra pivoter très légèrement l'écran pour arriver à voir toutes les infos. On a un mode photo qui est clairement très décevant, limite j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas du tout, car à part pour cette vidéo, je m'en suis jamais servi de ce mode. J'aurais aimé voir au moins les réglages manuels plutôt qu'un mode full automatique. Et enfin, un dernier point négatif, c'est au niveau de la surchauffe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on filme majoritairement en 4K et ça fait quand même très longtemps maintenant, ça fait plusieurs années que cette résolution est arrivée sur nos appareils, nos caméras d'action, nos smartphones. On n'arrive toujours pas à corriger ce problème de surchauffe malgré les évolutions technologiques, donc ça c'est quand même assez dommage. Donc même s'il s'éteint jamais à cause de ce phénomène, on a quand même notre témoin de surchauffe qui arrive assez souvent. Je pense à la petite journée que j'ai passée à Terra Botanica dont tu as vu quelques plans où là j'ai vraiment beaucoup filmé. Je l'ai éteint, allumé de nombreuses fois. J'ai fait des clips de 10, 20, 30 secondes, d'autres de 2 minutes et au bout d'une heure à peu près à enchaîner les plans de cette manière, j'ai vu le témoin de surchauffe apparaître. Dehors il faisait environ 28 degrés donc c'est quand même un peu chaud, mais on est quand même loin d'une canicule, donc c'est quand même assez dommage qu'il chauffe autant et de devoir sélectionner les moments où on filme. Après, il existe quand même pas mal de points positifs, on l'a vu tout au long de cette vidéo. Cette caméra est vraiment super pratique, elle prend pas de place du tout, on peut la transporter absolument partout. Le support intégré, c'est vraiment une très très bonne idée. La qualité vidéo est assez bonne, meilleure que celle d'un smartphone selon moi. Le capteur est plus gros, donc là on est vraiment sur quelque chose dédié à la vidéo et au vlog. On a également un filtre intégré, donc ça c'est vraiment un des gros points forts de cet appareil. On a la possibilité de passer d'un endroit en intérieur où il y a une faible luminosité à un endroit en extérieur, tout ça en un seul plan, en automatique, il va ajuster les réglages automatiquement et ça c'est vraiment cool. On a un son qui est excellent, alors même si ça n'isole pas assez la voix selon moi, c'est quand même très très bon, c'est cool à travailler et ça sature pas, donc ça c'est vraiment un gros plus. Donc on a quand même un mode de stabilisation, même si c'est pas la meilleure du marché, elle est quand même là, il faut le souligner. On a un niveau automatique, donc ça c'est vraiment de bons outils qui peuvent être vraiment pratiques et ça c'est un plus également, de même que la facilité de connexion avec un smartphone. Donc cet appareil n'est pas fait pour tout le monde, je pense que c'est vraiment destiné à des créateurs de contenu, des gens qui recherchent pas forcément la meilleure qualité du monde, mais qui recherchent quelque chose de plus qualitatif qu'un smartphone et surtout sans se prendre la tête. Là, on a vraiment un produit dédié à ça, c'est du plug and play dans un budget
relativement correct. Alors justement, c'est le dernier point de cette vidéo, on retrouve le PowerShot V10 à 449 €, sachant qu'on a là un produit tout en un, je trouve le prix assez juste. Comme on l'a vu, on n'est ni sur un boîtier photo, ni sur un smartphone, ni sur une caméra d'action, et à ma connaissance, il n'existe pas vraiment de concurrence pour ce type d'appareil à ce prix-là surtout. Et comme d'habitude, si jamais tu souhaites te procurer cette caméra, je te mets des liens dans la description, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail sur cette chaîne. À savoir que Canon m'a gentiment prêté cette caméra pour que je la teste, mais je ne suis pas du tout payé pour en parler, ni même pour en faire une vidéo d'ailleurs. Donc un grand merci si jamais tu passes par mes liens en description, ça me fait vraiment super plaisir. Allez, je te dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo, il y en a une qui s'affiche sur l'écran, porte-toi bien, ciao.